passer la parole si certains veulent faire des remarques, poser d'autres questions. On a une demi-heure pratiquement pour débattre et discuter ensemble. Donc je suis à votre disposition. Et qui veut poser une question? Très rapidement, Jean-Pierre, c'est tout à l'heure dans ton introduction, tu as parlé du PNNS, c'est-à-dire le Plan National Nutrition Santé. Tu disais que tu n'étais pas d'accord, que tu n'avais pas... Oui, tu n'étais pas d'accord. Pourquoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que... Parce que bon, c'est entre la transmission, si j'ai bien écouté, la transmission, vous parlez de sensations, bon, on n'arrête pas actuellement de nous parler qu'on mange mal, qu'il ne faut plus manger de bœuf, qu'il ne faut plus manger, on va mourir demain si on mange ceci. Voilà quoi, enfin bon, les pesticides, la pollution, est-ce que tout ça, est-ce que c'est évoqué dans ce plan, sans ce PNNS? Plan National Nutrition Santé, qui s'appelle plus comme ça depuis 15 jours. Mais je ne sais plus comment il s'appelle, parce que Choliac qui changeait de nom, n'a pas été foutu de dire comment ça s'appelait. Mais il change de nom, il change de casquette. Mais ce sera la même chose. Donc, j'explique rapidement pourquoi et dans la perspective d'ici de transmission, ça, j'essaye de resituer ça. Pourquoi alors, je l'ai dit au début, je suis contre. C'est-à-dire que le PNNS seul, de mon point de vue, présente autant d'effets pervers que d'intérêt. Bon, j'explique pourquoi. Quand je dis j'explique, on est plusieurs. Hein. Je veux dire, tu as cité Jean-Pierre Poulain, Claude Fischler est d'accord aussi, un certain nombre de nutritionnistes, plus élevés sans doute que ceux du ministère de la Santé, enfin, sont réservés dans la mesure où on a des... Bon, d'une part, on est dans une logique de santé publique. Donc je donne les différentes... Et dans une logique de santé publique, on fait de la communication qui s'adresse à tout le monde de façon indifférenciée. Et que donc, on l'a vu, les personnes n'ont pas les mêmes habitudes alimentaires, ne vont pas avoir les mêmes rapports, ne vont pas entendre les impacts et les messages de la même façon. Et le PNNS, Plan National Nutrition Santé, il est fait pour, au départ, il a choisi plutôt cette cible-là, puisqu'il y avait 10 points dans le premier PNNS, hein, parce qu'il y a eu PNNS 1, PNNS 2, PNNS 3, et là on est en train de préparer le quatrième. Donc dans le premier, qui était assez œcuménique, hein, il y avait beaucoup de toutes disciplines confondues à travailler sur ce que pourrait être un plan national nutrition santé est devenu une sorte pour des raisons historiques, de lutte contre l'obésité. Donc on a focalisé, c'est-à-dire que quelque part, manger, c'était, attention, parce qu'on va être gros. Et donc, contre la grosseur, je schématise, mais c'était pratiquement ça. Et donc les personnes, moi qui étais sociologue, avec les personnes avec lesquelles je travaillais, quand on a fait des enquêtes, on s'est rendu compte que ce message de attention, attention, vous mangez des trucs, vous allez grossir, vous allez vous empoisonner, faut manger végétarien, etc. Ceux et celles surtout, parce que c'était plutôt féminin, qui l'entendaient parfaitement, c'était déjà des personnes qui finalement mangeaient très bien. Bon. Et que tu crées une sorte de suspicion de l'aliment, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai appelé dans un article l'effet pervers, un des effets pervers du tout, c'est-à-dire que d'un seul coup, attention, manger, dangereux, qu'est-ce que je mange, et donc moi je suis pour ce que j'appelle un goût jubilatoire, hein, c'est-à-dire que réfléchir à ce qu'on se mange, mais en profiter et avoir du plaisir, alors que là on était sur une sorte de rapport, dans le jargon sociologique qu'on appelle rapport réflexif au corps, qui fait que d'un seul coup, c'est je mange trop de ceci, je mange trop de cela. C'est arrivé à un moment où, en pleine crise, parce que le PNNS a été fait pour répondre, avec un changement ministériel de l'époque, à la crise de la vache folle, hein, et que donc c'était pour rassurer le consommateur. En réalité, on n'a pas rassuré le consommateur. Et après, c'est devenu la lutte contre l'obésité. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On a l'anorexie et un certain nombre de grandes maigreurs, puisque je ne veux pas pathologiser le truc, qui se sont développées sans ne l'a pas dit. C'est-à-dire que nous, on voyait sur le terrain qu'il y avait un certain nombre de personnes qui déjà mangeaient pas beaucoup et qui légitimaient le fait qu'elles allaient encore manger moins
au nom du PNNS, et de toute façon, si on mangeait, c'est ce que je disais, on mangeait de la roquette, on mangeait plus de viande, on mangeait plus de ceci, on mangeait plus de cela. Cette caractérité, on crée un déséquilibre dans sa propre diversité alimentaire. Et que les catégories socio-culturelles privilégiées ont bien entendu, particulièrement féminines, ont bien entendu le PNNS, mais celles pour lesquelles théoriquement les messages du PNNS étaient faits, mais on les donnait à tout le monde, c'est-à-dire les catégories dites populaires qui mangeaient trop, etc., elles sont continuées de grossir gentiment. Si on veut lutter contre l'obésité, il faut qu'il y ait des réseaux de santé, il faut faire la cuisine, il faut aller voir les gens, dire respecter leurs préférences et leurs identités alimentaires, puis dire que ce serait bien si vous mettiez un petit peu moins de graisse quand vous cuisinez, un petit peu moins de ceci, etc. C'est qu'on fait du changement comportemental. Bon, et donc le changement comportemental, il ne se décrète pas par des belles revues et des belles affiches. Il y en a une qui a été très mal perçue, qui était le manger-bouger, où il y avait une sorte de couple bobo qui sautait je reviens du marché 5 minutes de machin, je vais à la crèche, c'est ça. Je veux dire que nous on faisait des enquêtes en banlieue, je vais dire qu'il y avait des mecs qui déchiraient les affiches et qui disaient on se fout de notre gueule. Parce que les enquêtes, alors pour le coup, d'exercice physique montrent que dans la banlieue est de Paris, puisque c'est pas moi qui fais l'enquête, c'est d'autres équipes, hein, mais ils ont montré ces résultats qui n'ont jamais été publiés. Dans la banlieue est de Paris, les personnes passent plus de temps à marcher que dans la banlieue ouest. Sauf que c'est tous les matins en courant, alors avec le Club Roubex, qui est là et un autre problème de santé publique, avec le Club Roubex, le long du périphérique et à Labour, parce qu'on a ça, c'est qu'on est dans le stress, et le stress c'est très mauvais pour l'obésité, c'est très mauvais pour les dérégulations alimentaires, hein. Et donc ils sont stressés, mais ils marchent 1 heure à 1h30 par jour, en courant et en stressant. Alors qu'au contraire, dans la banlieue chic, je ne caricature pas, hein, c'était ce qu'ils avaient choisi. Sans doute qu'ils avaient dans leur enquête comparative un peu caricaturée, mais dans les banlieues chics, style Meudon, Châtenay-Malabry et Nico, là, pour le coup, on fait une demi-heure, voire en statistique, on a moins de dépenses physiques, mais c'est une dépense physique choisie. C'est-à-dire que, et donc, et qu'est-ce qu'on fait pour une dépense physique? On prend la bagnole pour aller au golf, pour aller à la piscine, pour aller à un endroit, parce qu'on ne veut pas faire dans le quartier, parce qu'on ne veut pas être dans une logique éventuellement de rencontrer des voisins avec lesquels on n'a pas envie de circonder dans l'entre-soi choisi. Donc finalement, l'activité physique, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est épanouissant. Et que ça renvoie quand même, c'est des gros problèmes. Hein. Donc toi, le PS, je suis pas... Alors, juste un dernier exemple, parce que ça, on est toujours dans la transmission. J'ai la chance, en tout cas, on a gentiment, je me suis trouvé expert, je suis toujours expert de beaucoup de projets scientifiques ou d'animation santé ayant trait à l'alimentation. J'ai jamais vu, j'en ai vu qu'un, le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, se présente comme des... bon, faut être gentil. C'est quand même plus que des conseils, hein, c'est quand même un petit peu des injonctions. Bon. Les fruits et légumes, bouger, etc. Il y a les réseaux de santé avec lesquels je travaille beaucoup, les réseaux de santé disent on ne se les approprie pas, c'est-à-dire qu'on met des affiches. On est finalement une courroie de transmission d'un pouvoir, on revient au symbolique qu'on évoquait tout à l'heure, d'un pouvoir symbolique d'une sorte de médicalisation. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Un peu magique, hein, parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Le PNA, Plan National Alimentation, qui a été, lui, décrété par le ministère de l'Agriculture. Là, j'expertise, et alors je peux te dire que depuis que le PNA, qui justement globalise l'approche de l'alimentation en disant l'alimentation c'est aussi des producteurs, c'est du circuit, c'est du partage, etc. Là, on est débordé, on n'a pas suffisamment d'experts, puisque pratiquement, à la fois dans les régions, il y a des initiatives de mouvements associatifs partout, toutes les personnes déposent des projets. C'est-à-dire que là, dès lors que justement on arrête d'être dans un rapport médicalisé à l'aliment, et qu'on va dans un rapport, ce que moi j'appelle enchanté, où il y a justement toutes les fonctions complexes de l'aliment qui sont restaurées. Voilà, l'aliment c'est bien. Bon, et bien à partir de là, on s'aperçoit qu'il y a des cinquantaines, il y a même plus de 100, on est sur 200-300 projets
qui fleurissent, et c'est tous les ans, et c'est tous les 6 mois, et dans les régions, il y en a encore plus, c'est pas... Parce que là, d'un seul coup, ça donne des idées. Comment, à partir d'un jardin partagé, comment dans la cantine, comment dans le ceci, comment dans le quartier, comment faire le repas des voisins, comment faire... Et donc, d'un seul coup, il y a plein d'idées du partage, de l'anti-gaspillage, d'un respect de l'environnement. On est sur quelque chose qui va être beaucoup plus... Et bien sûr, d'émotions sensorielles. Avec le ludique, les concours de compote, les concours... Il y a plein de trucs qui sont... Bon, et là, il y a une sorte d'effervescence de personnes qui se réapproprient leur alimentation. Ils deviennent acteurs. Mais alors ça peut être au sein de circuits courts, ça peut être de type bio, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être... C'est multiple. C'est multiple. Voilà. T'as compris, j'espère, pourquoi j'étais... Je suis pas contre, je suis réservé, j'ai dit ça sert pas à grand chose, et ça, on a eu beaucoup d'effets pervers. Il faut faire de la formation nutritionnelle, mais il faut la replacer. Et pour les écoles, alors, dernier point, on ne parle d'aliments, on ne fait d'information nutritionnelle, c'est ce que je dis. On ne fait d'information nutritionnelle aux enfants, c'est-à-dire qu'en dessous de 10 ans, on ne fait d'information nutritionnelle qu'en présence de l'aliment ou lors d'un acte culinaire ou un acte d'achat. C'est-à-dire que si l'aliment n'est pas présent dans le champ, ça ne sert à rien de faire des pyramides où les mômes n'y comprennent pas, ça les culpabilise, d'un seul coup vous déconstruisez l'aliment, vous le désenchantez très rapidement, et après on fait du boulot pour le réenchanter. Donc, s'il y a un aliment, s'il y a de la farine, s'il y a des œufs, s'il y a des pommes, s'il y a de... On fait l'information nutritionnelle. Si ce n'est pas sur la table, s'il n'y a pas une matérialisation, il ne faut pas en faire. Un môme, psychologiquement parlant, surtout quand ils ont moins de 6 ans, et ça commence des fois avant ça, hein, il ne peut pas comprendre que dans l'avenir, il va être... qu'est-ce que ça veut dire? On se fait plaisir, mais on bousille le monde plus qu'autre chose. Voilà. Quand on discute, on sait que dans les cantines, dans certains restaurants, ils n'ont plus le droit d'utiliser des œufs pour faire de la mayonnaise. Hein. On n'a plus le droit de... C'est pas vieux, j'ai écouté ça sur France Inter la semaine dernière. Enfin, c'est affolant, quoi. Enfin, je veux dire, il y a... bon, voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une pub à la télé que j'ai vue hier soir pour la première fois, où il y a un couple qui sont à table, ils font goûter un truc, ils croient que c'est du steak, et en fait c'est pas de la viande, c'est du blé avec je sais pas quoi, enfin bon, ça c'est tout frais, j'ai vu ça hier soir. Et ils appellent ça du steak. Voilà, et ils disent, ah bah oui, finalement c'est très bon. C'est peut-être très bon, hein. Mais simplement, bon, juste, c'est plutôt la discussion de cet après-midi, il y a Laurent Terrasson qui est spécialiste, voilà. Mais la semaine dernière, j'étais avec lui sur la personne âgée, la restauration collective en personnes âgées, et on a eu les mêmes questions dans la salle, on n'a pas le droit. Et ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que la législation est très claire. Si c'est les personnes qui cuisinent, donc bien sûr, il faut que les gens, je ne sais pas qu'il y ait malade, mais si les personnes qui cuisinent sont les mêmes que celles qui consomment, on peut faire dans une restauration scolaire, comme dans une maison de retraite, on a le droit de faire les résidents ou les enfants ont le droit de faire quelque chose qu'ils vont manger dans l'instant, c'est pas. Et la législation européenne, on va plus loin, il y en a certains, alors là, il y en a qui ne causent pas prendre le risque, mais il y en a beaucoup en restauration collective, en général c'est là où on mange bien, qui prennent le risque, qui disent on a juste obligation de résultat, parce que la seule directive européenne, c'est l'obligation de résultat en matière de santé. Donc s'il n'y a pas de pépin, il n'y a pas de problème. Évidemment, c'est une prise de risque. Bon. Mais si tu connais bien ton produit, si tu le fais bien, si tu te laves les mains, si tu es tout un rapport à l'aliment, donc si tu apprends au monde et tu dis, dans ces conditions-là, on a le droit de le faire. Et personnellement, puisque j'ai travaillé beaucoup sur l'alimentation de la personne âgée, je peux te garantir que j'ai fait un certain nombre de choses. De temps en temps, bien sûr, quand on va dans la cuisine, on va mettre la charlotte parce qu'il faut transformer. Mais quand on reste dans l'EHPAD ou dans l'EHPAD, etc., on peut faire sans avoir besoin de charlotte, il faut simplement se laver les mains, et puis il n'est pas question d'apporter de l'extérieur. La maman ou le papa qui fait une omelette qui l'amène à l'école, non. Mais si tu fais l'omelette dans la classe, tu as le droit de la manger. Dans la classe ou dans un endroit qui est sain, l'omelette, de toute façon, si les œufs sont bons, elle n'a pas le temps de prendre les bactéries. Enfin, je veux dire, après, il ne faut pas faire des cuissons différées, il ne faut pas faire des trucs comme ça. C'est du bon sens. C'est les normes HACCP, pour une fois, ça sert à quelque chose. On revient quand même sur le côté sensoriel, hein, de la base de l'apprentissage.
toujours associé à une transmission, la pédagogie, mais quand même la base sensorielle, de manipuler. Je ne suis pas encore dans la base sensorielle parce que je prends la suite de la dame tout à l'heure à propos des cantines. Alors j'ai calculé très rapidement, les repas pris à la cantine sur un an représentent un repas sur 7. Donc pour les enfants qui n'ont que ce repas-là équilibré, ça ne fait pas beaucoup. Mais par contre, pour ceux qui ont des repas équilibrés chez eux, ça ne compte pas, parce que l'équilibre sera rétabli. Donc c'est vrai qu'il y a des enfants qui malheureusement n'ont que ce repas-là dans la journée. Et pour eux, c'est important d'avoir un bon repas équilibré, comme vous le disiez tout à l'heure. Et ça, je trouve que c'est bien. Alors la deuxième chose, puisqu'on vient de parler aussi des steaks réalisés avec les plantes, c'est qu'il y a un effet mode, je trouve, dans l'alimentation. Comme il y a eu un effet mode avec la maladie de la vache folle, qui a fait que les gens ont diminué de façon très importante leur consommation. Maintenant, il y a la maladie des canards, là, en ce moment, où on va détruire des tas de canards, et puis les animaux qui... les gens vont hésiter d'en manger, puisqu'on en parle sur les médias, tout ça, c'est très médiatisé. Et puis, moi, j'avais vu aussi ce steak à la télévision, parce que c'était intéressant, et bon, c'est vrai que la consommation en eau est excessivement importante pour fabriquer 1 kilo de viande, hein, comme vous le savez. Et c'est vrai que les réserves en eau ne seront pas éternelles, et que c'est un bon équivalent. Pour les gens qui ne veulent pas manger de viande, ils auront quand même un apport en protéines. Mais ça ne représente rien finalement, parce que la viande est très riche en protéines, et là on sait ce qu'on prend. Et ce n'est pas les mêmes protéines. Voilà, c'est pas les mêmes protéines. C'est pas les mêmes protéines. Voilà, c'était deux informations. Par contre, pour le goût sensoriel, c'est très important d'éduquer les enfants. Il y a des enfants qui aiment beaucoup ça dès le plus jeune âge. Et l'important, c'est d'avoir, comme vous le disiez, les excipients devant soi. Parce que ça ne sert à rien leur apprendre quelque chose. Voilà. Ça ne leur apprend rien du tout s'ils n'ont pas ce qu'il faut devant eux. S'ils ont un papier, ça n'a rien à voir. Ça ne sert à rien. Merci. Juste répondre, vous avez raison. Oui, je te repasse après. Mais juste rebondir sur deux choses que vous avez pointées. Bon, la première, c'est qu'effectivement, il y a des enfants, disiez-vous, qui sont plus attirés que d'autres. Je dirais qu'on est bien dans la transmission. Pour transmettre, il y a quand même, on n'a pas prononcé le mot encore, il y a l'idée d'imitation. C'est-à-dire qu'il faut aussi que des parents qui disent mon adolescent il bouffe mal, est-ce qu'ils se sont regardés eux, hein, parce que quand on a fait l'enquête à l'IMADO, on s'apercevait que ces adolescents qu'on disait qu'ils mangeaient mal, mangeaient mieux que les familles où on allait les voir. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, les adultes qui disaient « Ah, ils sont que dans le burger, etc. », c'est pas vrai, ils n'étaient pas que là-dedans, alors que les familles, elles étaient que dans le sandwich. Bon, pas forcément la même chose. Hein, bon. Donc il faut aussi, la transmission se fait des deux côtés. Je veux dire, il y a une interaction, le fait d'éduquer un enfant au goût, éduque aussi la famille au goût. Pour le coup, là, c'est intéressant d'avoir toutes ces politiques qui se mettent en place autour de l'alimentation. Et juste la deuxième chose, parce que vous avez pointé un vrai problème aussi, qui est le problème de l'eau par rapport à la viande et des consommations, il faut simplement dire que, alors je ne rentre pas dans toutes les polémiques, mais que le vrai problème, sans doute sur les consommations de viande, à l'échelle planétaire, c'est le problème d'une culture extensive ou d'une culture intensive. Et que, effectivement, et d'un élevage extensif ou d'un élevage intensif. Mais que la vache labellisée qui est dans le pâture, dans la prairie et qui mange ça, on va nous dire que ces gaz polluent la planète, c'est peut-être, mais si vous voulez, là, la consommation de viande reste la même chose, sauf qu'on produit moins, ce qui veut dire qu'il faut changer sans doute ses habitudes, avoir des viandes plus goûteuses, mais avoir des catégories de viande, ne pas encourager des grammages extraordinaires. Ça, alors, quand on nous dit la viande donne le cancer, c'est des études américaines, j'en profite aussi parce que c'est encore un bel exemple de médicalisation. Hein. C'est des études américaines, portant exclusivement sur des viandes qui sont faites en élevage intensif, avec des hormones, et que les quantités moyennes de consommation de viande aux États-Unis sont de l'ordre de 300 grammes par jour. Et que
si vous voulez, ça veut dire que les personnes qui ont des cancers, quand vous grattez, vous apercevez qu'ils mangent au moins 4 à 500 grammes de viande par jour. Donc, en France, on est à 40 grammes, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est 10 fois plus de viande. Bon. Et que, pareil pour les charcuteries. Si vous voulez. Donc, remettons les choses à leur place. Je ne défends pas la charcuterie mais la viande, je dis simplement qu'il y a des instrumentalisations qui font que quand on a besoin de légitimer ou de justifier des postures, on va chercher des enquêtes qui arrangent dans tel ou tel endroit du monde, etc. Et que c'est vrai de tous les côtés. Hein. C'est vrai que des anti-vins, de ceux qui sont pour le vin, il y a toujours des lobbies qui trouvent des enquêtes qui justifient leurs intérêts. Et que donc sur la viande, je pense qu'un élevage extensif doit être quelque chose qui devrait faire consensus en France. Bon. Après, il y a le problème de l'abattage, etc. Je respecte aussi, hein, bien sûr, mais qui sont ce que j'évoquais au début de la séance. Le rapport à l'animal change dans nos sociétés, c'est sûr. Il faut s'interroger là-dessus. Voilà. Voilà, donc je continue à donner la parole. Il y avait l'idée des repas pris à la cantine ou à la maison. On imagine qu'ils ne sont pas faits dans le même contexte et n'ont pas tout à fait la même mission, non plus de transmission, sans doute. Et puis aussi de ce fameux steak. En fait, le steak, c'est quoi? C'est une recette de cuisine comme une autre. Sauf que, effectivement, le mot steak n'est sans doute pas adapté à l'image associée. Et puis, mais dès lors que le produit nous apporte pour nous un nombre de sensations importantes, mais pour nous, il apporte quelque chose d'autre, ce qui n'est pas obligatoirement le cas du steak plein d'eau dont vous avez parlé.